Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christiane Legrand, donc la présidente de l'Institut français pour la justice restaurative. Je vais débuter ce webinaire. Tout d'abord, un grand merci pour l'intérêt que vous portez à la justice restaurative et puis à notre institut. C'est assez impressionnant de se retrouver face à une centaine de personnes qui vous vous êtes manifestés assez rapidement depuis quelques mois. Aujourd'hui, vous êtes une centaine. Finalement, nous, on a reçu à peu près 600 demandes de bénévolat, ce qui est vraiment impressionnant, sachant que nous sommes une équipe de 13 personnes. Donc, c'est un ratio assez impressionnant. Euh, donc, vous pouvez un peu imaginer ce que représente de mettre en place une collaboration avec un grand nombre de personnes. Donc, nous avons créé cet été une commission bénévole qui a pour responsable Alain Henafant, qui est aussi en étroite relation avec Didier de Cambourg, qui est notre secrétaire général. Et ils se sont partagés le travail. Donc, Alain va vous présenter notre proposition de mode de fonctionnement. Mais avant de lui laisser la parole, moi je ne prendrai pas trop de temps, mais j'ai envie de vous préciser deux choses. D'une part, que l'engagement dans la justice restaurative, ça suppose du temps, de la disponibilité. Donc, une fois qu'on vous aura expliqué tout ce qu'on attend des personnes avec qui on va collaborer, j'aimerais que vous réfléchissiez à est-ce que moi, personnellement, j'ai suffisamment de temps ou j'ai envie de m'impliquer suffisamment pour que on puisse faire quelque chose ensemble de manière régulière. Et puis, d'autre part, compte tenu de la taille de notre institut, il est clair que vous comprendrez que l'intégration des personnes bénévoles va se faire progressivement et ça en fonction des besoins des territoires. Voilà, donc c'était deux choses que je souhaitais préciser avant de passer la parole à Alain. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc Alain Henafant, je suis depuis le mois de juin responsable de cette commission bénévole en lien permanent et constant et co-partagé avec Didier de Cambourg. Donc pour être clair, on s'est réparti entre Didier et moi le territoire national en deux zones. Didier, lui, s'occupant du nord et moi, personnellement, donc m'occupant plus particulièrement du sud. Ceci étant dit, donc merci à tout le monde d'être là et présent. Euh, donc le film qu'a pu faire Jeannery, nous pouvons constater qu'il a eu des effets provoquant des vocations en herbe. Donc en cela, c'est très intéressant. Je vais vous présenter. Alors, avant une chose, je vais rebondir sur ce que disait Christiane et qui est effectivement très important. Vu le nombre de personnes que vous représentez, donc c'est un chiffre, important, il va être difficile, dans un premier temps, de pouvoir répondre aux attentes d'investissement de chacune et chacun. Pourquoi cela? Ça va renvoyer au rapport entre votre offre que vous proposez d'investissement et les besoins sur le terrain. Donc, il va falloir caler, ce rapport. Et donc, nous formulons cela à titre, de prévention pour éviter que nombre de personnes parmi vous puissiez, à terme, éviter de souffrir de frustration quelconque. Voilà. Ceci étant dit, alors sachant qui plus est que la justice restaurative vise l'apaisement, donc ce serait dommageable au terme de ce webinaire que certains ou certaines se retrouvent quelque peu frustrés. Ceci étant dit, c'est en guise de liminaire. Quel est l'objectif du bénévolat au niveau de l'IFGR? C'est de pouvoir fournir un renfort significatif au développement des mesures de la justice restaurative sur l'ensemble du territoire national. Donc, il s'agit de construire une offre de services complémentaires validée par l'IFGR et clairement identifiée par tous les acteurs de terrain, institutionnels et associatifs. Alors, les principes, il y a des principes, nous y avons travaillé depuis un petit moment,
qui fonde l'intervention des bénévoles, elle doit être le plus rapidement possible, être en capacité de répondre sur tout le territoire à des demandes différentes qui nécessitent des compétences particulières, mais cependant cumulables, selon les personnes et selon les situations. Alors, pour les citer et les repérer, que ce soit en termes d'information, de sensibilisation à la justice restaurative auprès de professionnels, d'organismes publics ou de grand public, que ce soit à la participation de rencontres détenus, condamnés, victimes, en tant que membres de la communauté ou en renfort logistique, que ce soit en termes d'animation, tant de médiation restaurative que de rencontres détenus, condamnés, victimes, euh, de médiation restaurative et de cercles de soutien et de responsabilité, et que ce soit également, bon, je pense que parmi vous, il y a peut-être des psychologues qui font partie de ce webinaire, donc de soutien psychologique ponctuel aux participants durant tout le process et de supervision clinique pour les intervenants selon la nécessité. Alors, en ouvrant une petite précision, que le soutien psychologique, non, j'ai rien dit, je reste sur ce que je viens de dire. Et également, donc, en termes de participation à des cercles de soutien de responsabilité, voilà, ou en renfort logistique. Donc, l'inscription de chacune et chacun dans ces différents registres a pour conséquence, pour chacune des personnes qui souhaitent s'investir, et si vous le confirmez, en premier lieu, c'est d'avoir une très bonne connaissance de l'environnement de la justice restaurative, de ses enjeux et de l'évolution de son contexte, sachant que les choses ne sont jamais figées et qu'elles sont toujours en processus de progression, de développement, etc. D'adhérer à l'association de manière à légitimer votre intervention lorsque la première mission à l'intérieur de laquelle vous serez inscrit vous sera confiée. Une autre partie, c'est répondre aux demandes d'intervention émanant des coordinatrices des antennes de l'EFJR dans le cadre d'une sollicitation directe liée à des réseaux locaux. Elle sera traitée systématiquement en lien avec l'antenne de coordination. Dit autrement, le positionnement des bénévoles sur le terrain se fera en lien avec les coordinatrices, sachant que les coordinatrices seront les commanditaires ou les prescripteurs de ces actions. Et d'intervenir au nom de l'EFGR ou de se réclamer de l'EFGR que dans le cadre d'activités pour lesquelles chacune et chacun aura reçu une lettre de mission. Donc cette donnée, elle est très importante, de manière à faire corps avec la politique définie par le bureau et le conseil d'administration de l'IFJR. Et bien entendu, être formé aux mesures pour lesquelles une intervention sera sollicitée. Voilà. Sachant que ces actions, elles se dirigent dans deux grands secteurs. D'une part, dans le secteur judiciaire. Donc là, vos interventions, lorsque vous serez inscrit dans ce processus, dans le secteur judiciaire, s'inscrira en subsidiarité des salariés des différents services, SPIP, Association des deux victimes, etc., ainsi que de la PJJ. Et pour ce qui concerne le secteur extrajudiciaire, donc l'intervention des bénévoles, vos interventions se feront directement au nom de l'IFGR et directement à ce titre. Donc voilà d'une manière synthétique les principes qui fondent l'intervention des bénévoles. Et je vais céder la parole à Didier de Cambourg, qui va vous préciser, quant à lui, l'organisation de la ressource bénévole. Bonjour à tous et à toutes. Oui, donc on a pas mal travaillé hein, sur l'organisation et sur les modalités de déploiement de cette ressource sur l'ensemble du territoire, selon la cartographie hein, qu'Alain a définie il y a quelques temps. On a souhaité à ce que, parce il y a ici et là des potentiels
qui sont déjà, pour certains même bénévoles formés, et donc qui sont un peu sur les starting blocks pour intervenir. Et puis, il y a des territoires où il n'y a rien vraiment de structuré ni de constitué. Donc, on a laissé un temps pour que les choses se mettent en forme pour les équipes, enfin oui, le potentiel déjà existant et pour le potentiel à venir, on va dire. Voilà, donc ça a démarré donc au dernier trimestre de cette année, et on souhaiterait que progressivement et dans les secteurs géographiques où il y a des demandes et des attentes très fortes, ce qui n'est pas le cas, hein, dans tout le territoire. Il faut savoir que en matière de justice restaurative, c'est encore en pleine dynamique, et on va dire, il y a des territoires qui sont encore pas déserts, mais où le processus n'est pas en place parce que les magistrats ne sont pas encore très mobilisés, les services de probation de l'administration pénitentiaire pas non plus, la PJJ non plus, c'est-à-dire que la protection, hein, judiciaire de la jeunesse ou les services, les associations d'aide aux victimes ne se sont pas encore mobilisés, et on a, nous, un travail d'information, d'accompagnement auprès d'eux encore disons, à mettre en place, ou en tout cas à raviver ou à vivifier. Donc on a souhaité que ça puisse se développer de façon progressive jusqu'à la fin du premier semestre 2025 au plus tard, pour qu'on ait déjà des pôles géographiques qui soient actifs. Donc, au plan des modalités, on en a serré quelques-unes, réfléchi quelques-unes, des modalités opérationnelles et des modalités fonctionnelles. Donc, au point de vue des modalités opérationnelles, c'est d'abord essayer de constituer des groupes locaux de bénévoles, donc formés ou en voie de l'être. Et pour chaque groupe existant locaux, confier l'animation et le lien avec les coordinations et la commission d'un référent qui aura un rôle d'animation, donc, et qui sera pour éviter en fait vous voyez déjà le nombre que ça représente, hein. Bon, on a repéré, il y a eu plus de 620 personnes qui se sont manifestées depuis disons, les effets du film, on va dire, immédiats. Donc, bien évidemment, c'est un gros travail, hein, pour essayer de vous rencontrer, essayer d'affiner les candidatures, etc., de voir un peu tout ce qui pourrait être à court et moyen terme opérationnel, en fonction des disponibilités, comme le disait Christian. C'est assez important parce que oui, c'est très chronophage, et donc sans décourager personne, c'est un investissement important. Donc, on va établir, chaque groupe local va établir une liste donc, des bénévoles avec leurs coordonnées, avec aussi leurs compétences. On va reprendre, hein, de toute manière, un certain nombre d'éléments du questionnaire auquel vous avez répondu. Donc ça, on vous en remercie. Et voilà, après donc des listes locales, des listes de candidats aussi, entre les gens qui sont potentiellement actifs, hein, soit qui ont déjà qui sont formés, soit membres de la communauté, soit bon, qui, ont, qui sont en capacité, parce qu'ils ont suivi un module d'information, de sensibilisation, d'intervenir, par exemple, pour animer, à titre d'exemple, un dessiné-débat, pour intervenir auprès d'organismes ou dans des colloques, des choses comme ça, au nom de l'IFJR. Et donc, et puis, il y a une liste de candidats avec qui on va essayer de faire un bout de chemin, se connaître pour voir potentiellement comment leurs souhaits et leurs compétences pourraient être mises à disposition de l'ensemble des processus. Voilà, et puis évidemment, corollaire à ça, un calendrier prévisionnel déjà en 2025,
des, des interventions sur lesquelles pourrait être sollicité l'ensemble de la ressource bénévole. Et puis un autre calendrier prévisionnel qui est cohérent avec le précédent, c'est des formations auxquelles les bénévoles candidats validés pourraient s'inscrire. Alors bon, là aussi, sans décourager qui que ce soit, le programme de formation, il ne sera pas à la hauteur du nombre de personnes qui souhaiteraient les suivre parce que bah, il faut pouvoir avoir la ressource là en professionnel pour exercer, enfin pour réaliser ces formations auprès des bénévoles. Et puis, et aussi donc, qui dit ressources humaines, c'est des ressources aussi financières ben, pour pouvoir mettre tout ça en place, parce que il y a une exigence hein, sur l'ensemble des processus et les bénévoles y seront complètement associés. Il y a une responsabilité au niveau de l'efficacité, au niveau de l'efficience des interventions et au niveau donc d'une forme de responsabilité extrêmement importante confiée à des bénévoles qui rejoindraient finalement enfin, l'équipe et l'équipe globale et qui serait comme tout le monde, tous les salariés de l'IFJR, au service du développement de la JR et de la politique de l'Institut. Voilà, donc au plan fonctionnel, bon, il n'y a pas de lien hiérarchique entre les coordinations et les bénévoles. C'est la commission qui est garante du bon fonctionnement de l'ensemble du processus et qui, dans un lien étroit, triangulaire entre les référents, les coordinations et donc Alain et moi pour ce qui est de l'opérationnalité, qui sommes garants à travers le mandatement hein, de la commission que tout fonctionne et qu'on puisse analyser ensemble en toute concertation avec les gens de terrain, coordination et référents et avec des réunions, des visios, des échanges réguliers pour que les interventions soient bien analysées ensemble et qu'on puisse aussi faire part, hein, chacun puisse faire part des difficultés éventuelles, des propositions d'amélioration dans le fonctionnement et des interventions. Voilà, alors après, au plan purement pratique, eh bien, et là aussi, ça engendre une question qu'on aura à traiter qui n'est pas des moindres. On ne peut pas mobiliser des bénévoles sans qu'il y ait un défraiement hein, des frais de déplacement suivant le lien de proximité qu'il y a entre l'intervention et la zone géographique. Donc, bien évidemment, les gens qui sont sollicités seront défrayés selon, euh, sans entrer dans le détail, mais selon deux méthodes. La première, c'est les remboursements avec la nomenclature de tarifs de l'IFJR, hein, remboursement direct, ou, comme ça se fait dans d'autres associations, ce qu'on appelle un abandon de frais. C'est-à-dire que, et c'est défiscalisable, hein, ça correspond à l'équivalent d'un don hein, qu'on ferait à l'association et en contrepartie, donc, une défiscalisation à hauteur de 65% pour les gens qui sont évidemment soumis à l'impôt. Mais voilà, donc ça se pratique déjà d'ailleurs, ça se pratique déjà à l'IFJR, mais ça se pratique dans pas mal d'associations. Moi, j'ai eu d'autres activités associatives et j'ai fait des abandons de frais assez régulièrement. Voilà, de façon très, très schématique, très synthétique, les modalités opérationnelles sur lesquelles qu'on souhaitait
communiqué déjà à un premier niveau d'information auprès de vous. Je vous rassure, toutes ces modalités, ce fonctionnement suscite, on le sait bien, va susciter et suscite déjà un certain nombre de questions. On va essayer d'y répondre dans un avenir le plus rapide possible, hein, avec l'appui de notre service communication, euh, pour que vous prolongez un peu donc cette première rencontre un peu officialisée aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un peut intervenir, Alain, Benjamin ou Christiane, pour reprendre. Alain? Ouais. Pardon, je voudrais rebondir sur un de tes propos. Lorsque tu as fait référence à État, à cette relation triangulaire, je le ressouligne, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est important, et ce n'est pas contradictoire, ce que s'il n'y a pas de lien, et il n'y a pas de lien hiérarchique entre les antennes de coordination et les bénévoles, toutefois et cependant, ce sont bien les coordinatrices qui seront les commanditaires des actions sur le terrain, quelle que soit la nature de l'action. Oui, quand on... puisque l'ensemble des demandes arrivent chez les coordinatrices, et c'est elles qui vont les relayer auprès donc des référents de terrain pour que dans le fonctionnement, alors chaque groupe pourra trouver des modalités de fonctionnement interne qui leur conviennent le mieux, mais pour satisfaire à la fois en termes de qualitatif et quantitatif aux sollicitations qui émaneront uniquement des coordinatrices. Alors, rien n'empêche qu'il y ait des circulations d'informations entre le terrain, hein, et les coordinations, si par exemple il y a une demande qui peut émaner, mais elle sera automatiquement relayée au niveau des coordinations parce que c'est bon, il faut bien se rendre compte aussi que les coordinations, les antennes, ça fait des années qu'elles déploient et une énergie, et je vous garantis que c'est une sacrée énergie pour lier et entretenir et vivifier des liens avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient institutionnels ou opérationnels, hein, sur le terrain, puisque en gros, pour faire très très court, pour mettre en place des mesures, eh ben, il faut une convention qui est signée par des partenaires institutionnels et l'IFJR. Et, et après, il y a des équipes qu'on appelle des groupes projets qui sont chargés de la mise en œuvre, de la logistique de mise en œuvre. Et donc, les coordinatrices, leur boulot, au-delà de la formation des professionnels, et c'est aussi d'accompagner toutes le travail soit au niveau du comité de pilotage, soit au niveau des groupes projets, pour que des mesures se mettent réellement en place, parce qu'il ne suffit pas de décider, il faut aussi agir. Et c'est une des difficultés de la justice restaurative en France, en dehors de la stricte de la stricte histoire de l'IFJR en tant que telle, hein. Voilà, on œuvre, mais par contre, ça sous-entend qu'on ait une vision, qu'on ait une image, je dirais, de cohérence totale qui est nécessaire parce qu'elle impacte directement la crédibilité de l'IFJR dans l'exercice et le déploiement de ses missions qui sont de trois ordres très rapidement, hein. Donc c'est information, tous azimuts, que ce soit grand public ou organismes spécialisés ou organismes concernés, l'information des professionnels qui doivent encadrer les mesures, et puis la supervision des acteurs qui mettent qui réalisent ces mesures. Voilà. Donc, il y aura des réponses à toutes vos questions, en espérant que voilà, qu'on puisse réagir assez rapidement, parce que rien que de répondre à vos questions, vu le nombre, ça va être déjà un travail pour qu'il soit efficace, hein, bien sûr. Donc, ce sera en début d'année, je pense. Voilà.
Benjamin? Oui, après, moi, je n'ai pas forcément de complément. Je trouve que tout ce qui a été dit est très complet. Par contre, il y a des questions. Je ne sais pas si c'est le moment de répondre à ces questions. Il y avait une première question qui était notamment qui faisait référence à ce que tu avais dit, Christiane, au tout début, et puis ce qui a été évoqué plusieurs fois par Alain et Didier, sur le fait que la justice restaurative, ça représentait un temps important, et donc un certain nombre s'interrogeaient pour savoir quel était l'investissement important en nombre d'heures, de jours par semaine, par mois qui était demandé enfin, ça c'est pour une première question. Donc je ne sais pas si vous voulez répondre ou si c'est moi qui réponds, comme vous voulez. Parce qu'évidemment, c'est très variable selon les mesures et selon le type d'intervention. Moi, je peux peut-être préciser ce que je voulais dire, c'est que c'est même lorsque c'est ponctuel, ça demande un investissement parce qu'il va falloir s'intéresser à ce qui se passe dans la justice restaurative, avoir un petit peu de la culture autour de l'intervention elle-même. C'est pour ça que ça prend du temps. Et puis, si vous devez intervenir, pour ceux qui interviendront en subsidiarité, c'est-à-dire que par rapport à notre équipe sur des animations de mesures. Il y a une longue préparation, il y a des rencontres et ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Donc, ça va pas être tous les jours. Mais en tout cas, ça demande de la continuité dans l'engagement. C'était juste un exemple que je voulais donner à côté de ça. Et je voulais préciser aussi que le, les, le pôle des bénévoles, c'est vraiment un pôle de ressources en subsidiarité, c'est-à-dire que ça ne va pas remplacer, ça va pas être un personnel qui remplace l'équipe, c'est quelqu'un qui viendra en subsidiarité pour compléter des choses qu'elle n'aurait pas la capacité d'assumer à un temps T. Voilà. Merci Christiane. Alors, je note en même temps toutes les autres questions, hein, donc continuez à les poser, n'hésitez pas. Il y avait une personne qui intervenait en disant, posant la question, hein, si il y avait trop de bénévoles par rapport aux actions qui étaient qu'on était en capacité de demander, enfin de proposer. Il y avait aussi des questions pour savoir s'il y avait des secteurs géographiques ou des régions qui étaient particulièrement touchées ou où on attendait particulièrement des bénévoles, avec aussi une autre question qui pose la question des territoires où il y a le plus de demandes, etc. Donc là, je peux peut-être répondre Oui, plus directement. Par exemple, nous, ce qu'on a constaté, hein, c'est que de manière générale, beaucoup de territoires aujourd'hui ont des programmes de justice restaurative qui sont opérationnels ou qui tendent à l'être prochainement. Ceci dit, les professionnels salariés et agents de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse ou salariés des associations des victimes ne disposent pas beaucoup de temps. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a un certain nombre de demandes de justice restaurative qui sont en attente. Et donc, on a fait un recensement au 30 juin de l'année 2024. Et donc, vous voyez que on a des territoires qui sont particulièrement touchés par une surcharge. C'est le cas notamment de Toulouse, de la région Aix-Marseille, évidemment Paris, où on a effectivement des demandes qui sont importantes et pour lesquelles il y a des délais qui commencent à être longs. Après, sur l'ensemble du territoire, c'est près de 400 demandes qui étaient pas encore enfin, des demandes de victimes, de personnes victimes ou de personnes auteurs qui n'avaient pas encore pu trouver la possibilité d'avoir une réponse de justice restaurative, que ce soit auprès des services qui leur proposent cette offre de justice restaurative ou plus directement auprès de notre institut.
Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un espace dans lequel on va pouvoir peut-être intervenir en subsidiarité. Et c'est vrai qu'effectivement, actuellement, nos capacités avec notre équipe salariée étaient très largement dépassées. Et donc ça fait partie des axes pour lesquels on va proposer l'intervention de bénévoles. Mais au-delà de l'animation de mesures, il y a aussi l'enjeu de favoriser l'information des personnes. Donc il y a évidemment tout ce travail de sensibilisation, d'information, peut-être des lieux de permanence. Enfin bref, il y a vraiment de la place à tous les niveaux. Aujourd'hui, on avait fait aussi un petit recensement du nombre, enfin, de la répartition géographique des bénévoles sur le territoire et que j'affiche maintenant. Et vous voyez qu'on a quand même une couverture qui est pas tout à fait uniforme, puisqu'il y a encore des départements où il n'y avait pas forcément de personnes qui s'étaient manifestées. Alors, c'est une carte que nous avons fait au 30 juin. Alors peut-être que entre-temps, un certain nombre d'entre vous sont dans les départements qui n'avaient pas de petits points où vous êtes un peu plus nombreux. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, nous, notre objectif, ça serait d'avoir à minima une à deux personnes par département, de pouvoir, pouvoir aussi s'appuyer sur ces personnes pour à supporter les structures avec lesquelles nous travaillons, mais aussi pouvoir intervenir dans les situations où celles-ci ne seraient pas en capacité. Après, bah, tout ça, ça nécessite de la formation, ça nécessite de l'encadrement des bénévoles. Et là, ça, c'est l'enjeu de l'opérationnalisation de cette offre-là. Voilà. Ensuite, il y avait encore d'autres questions qui concernant. Alors oui, alors il y avait une question pour savoir si voilà, il y avait donc des personnes du secteur public qui pourraient exercer comme bénévoles. Également, il y avait des questions autour de la formation. Est-ce qu'on allait proposer des formations pour les bénévoles à tous les certificats? Et si ces formations seraient payantes, prises en charge par l'IFJR, par le CPF, etc. Donc là aussi, je peux répondre, à moins que Christiane, Alain, Didier, vous vouliez le faire. Alors, donc, pour ce qui est des bénévoles qui seraient par ailleurs fonctionnaires, c'est un peu la même chose que si vous êtes salarié. Dans un premier temps, a priori, si vous n'exercez pas d'action bénévole sur votre temps de travail, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, pour ce qui est des fonctionnaires, parfois il peut y avoir des incompatibilités. Et là, nous n'avons pas forcément cette information. Il faut vous renseigner auprès de vos supérieurs hiérarchiques en voyant votre statut voilà, spécifique. Là, on n'a pas forcément les réponses à ça. Ensuite, pour ce qui est de toutes les personnes avec lesquelles enfin, à partir du moment où une personne se verra proposer une mission, quelle qu'elle soit, que ce soit pour de la sensibilisation, pour de l'animation de mesures, et autres. Comme on l'a dit, il y aura une fiche mission qui sera réalisée, signée par la personne. Et bien sûr, en préalable, il s'agit de s'assurer que la personne soit formée à la mission appropriée. Donc, il y a des personnes qui ont déjà suivi des formations, il y a des personnes qui n'en auront pas déjà suivi. Donc là, nos bénévoles, les personnes qui interviendront comme bénévoles de l'IFJR, si elles n'ont pas été formées, le seront par l'IFJR et donc gratuitement, dans la limite de nos capacités. Dans la limite de nos capacités. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, ça, c'est ça qui va peut-être faire qu'un certain nombre d'entre vous ne pourront pas tout de suite se former parce que, ben voilà, il y a des zones où nous allons prioriser les choses. Ce sera le cas notamment pour ben, les zones que vous avez vues hein, être particulièrement en surcharge, donc Paris, Toulouse et Aix-Marseille. Donc ça, c'est les premiers lieux où nous allons proposer de la formation à la médiation restaurative pour un pool de 8 bénévoles à chaque fois. Donc avec un parcours complet, hein, il y aura 10 places pour un module 1 et 8 places pour un module 2 à chaque fois, que ce soit pour Paris, pour Toulouse et pour Aix-en-Provence, Aix-Marseille.
Et puis après, il y aura d'autres sessions de formation qui sont proposées au cours de l'année. Il y aura, pour pouvoir accéder à ces formations, il y aura des critères d'éligibilité, hein, pour pouvoir aussi sélectionner les personnes qui seront susceptibles de pouvoir y participer. Notre équipe de notre pôle de formation est en train de finaliser un questionnaire en ce sens, qui vous permettra de faire acte de candidature et de pouvoir qu'on puisse évaluer aussi vos capacités à intégrer cette formation, de manière à s'assurer que les 8 personnes qui suivront la formation en module 2 seront effectivement susceptibles de pouvoir exercer comme animateur ou animatrice de mesures de justice restaurative en ayant le temps nécessaire pour le faire, etc. Donc, donc voilà, ça sera les dates des premières formations et le questionnaire seront disponibles à la fin de la semaine et vous seront communiqués à ce moment-là. Et puis donc voilà, d'autres au cours des mois et des années à venir, bien sûr, l'objectif est de pouvoir proposer toute une série de formations, de ne pas se limiter à la médiation, mais aussi aux rencontres détenus victimes, rencontres condamnés victimes, pourquoi pas aussi au CSR-CAR, enfin voilà, donc toute la panoplie des mesures de justice restaurative pour qu'on puisse proposer une offre d'intervention en subsidiarité vraiment complète. Mais voilà, il y a aussi tout un tas d'autres missions qui seront aussi disponibles. Voilà. Alain, je t'en prie. Par contre, ton micro ne fonctionne pas là pour le coup. Ouais. Voilà, là c'est bon. Non, ce que je voudrais préciser en complément de ce que tu viens de dire, alors pour la partie sud, sud-est et sud-ouest, il y a d'ores et déjà 2 dates qui sont programmées. Donc pour les personnes qui participent à ce webinaire, si vous pouvez prendre date d'ores et déjà. Pour la partie sud-est, le 23 janvier à 10 heures, donc il y aura une première visioconférence pour commencer à travailler la structuration donc du bénévolat sur cette partie de territoire. Et pour la partie sud-ouest, ce sera le 28 janvier à 15 heures. Alors, et ce faisant, ça répond aussi à une question qui avait été posée. Est-ce qu'il existe une équipe qui intervient à Toulouse? Donc, effectivement, il y a l'enjeu de pouvoir là aussi constituer un réseau de bénévoles, y compris pour ce territoire, où notamment nous avons, si sur Toulouse et si sur Aix-en-Provence, Aix-Marseille, il y a un fort taux de demande, c'est parce que nous avons mis en place une expérimentation il y a 2 ans avec le soutien du ministère de la Justice qui se poursuit maintenant dans une logique de pérennisation, où nous avons un rôle plus présent dans l'information auprès des personnes et le dispatch des orientations aux différents professionnels formés à la justice restaurative et les différentes structures impliquées en justice restaurative, ce qui a généré un afflux de demandes plus important qu'ailleurs et donc malheureusement des capacités dépassées localement. Mais donc, oui, sur Toulouse, il y a effectivement des actions qui sont proposées en justice restaurative, en premier lieu par l'association des 2 victimes locales, par le SPIP en premier lieu, mais aussi par d'autres structures qui sont investies dans la justice restaurative, notamment une association qui s'appelle La Valise, mais aussi voilà, d'autres acteurs, et donc une équipe aussi de bénévoles qui va se constituer. De manière générale, hein, sur la plupart des territoires où il y a surcharge, c'est des endroits où il y a des programmes de justice restaurative qui font ce travail d'information, mais qui malheureusement n'ont pas les capacités de pouvoir répondre à toutes les demandes. Voilà. Il y avait également des questions sur la justice restaurative en extrajudiciaire. Est-ce que Alain, Didier, Christiane, vous voulez répondre à cette question? Donc c'était, pouvez-vous donner un exemple de justice restaurative en secteur extrajudiciaire? Moi, je veux bien. Vas-y, Alain, alors.
Non, ce que je peux dire, comment dire, après Christiane, si tu veux prendre le relais, dans le secteur extrajudiciaire, un secteur qui devient de plus en plus important et qui concerne la justice restaurative, c'est le milieu scolaire. Tant à propos de deux entrées très précises, la première concernant le harcèlement et la seconde concernant le mode de fonctionnement donc, qui est inhérent depuis des décennies et des décennies dans tous les établissements scolaires, des conseils de discipline. Donc, de plus en plus d'enseignants se posent la question d'une manière de plus en plus pressante, c'est-à-dire comment, à partir des conseils de discipline, dépasser la notion de punition pour entrer dans un processus de réparation. Alors, c'est très facile à poser comme ça avec des mots aussi simples. Après, dans le contexte et la structure même de l'éducation nationale, c'est quelque chose, ben, il y a tout un temps il faut que ça mijote, il faut que ça réfléchisse avant d'entrer dans une phase concrète d'élaboration et de programmation. Donc la programmation, on n'en est pas encore là. On est rentré dans une phase davantage de commencer à sensibiliser peu ou prou et à entrer en contact avec certains nombres, avec comment dire, certains secteurs de l'éducation nationale. Donc pour l'instant, on n'est pas encore en mode proactif, c'est un objectif. On peut parler aussi, enfin, tout ce qui est le hors judiciaire serait plutôt quelque chose qui se développe dans le sens où il y a une demande, une réflexion, de la même manière sur la maltraitance des personnes âgées ou des personnes handicapées. Il y a aussi une réflexion qui est menée là, on n'est pas encore au stade opérationnel. Donc, il y a vraiment une réflexion à mener et à accompagner, voilà où nous en sommes. Je voulais simplement dire aussi qu'on a beaucoup parlé de former des personnes pour animer les mesures. On en a beaucoup parlé parce que ça demande de l'organisation. Ça sera pas le cœur d'activité qui sera proposé aux bénévoles. Je pense qu'il faut, pour des raisons assez simples, c'est que l'animation aussi, ça demande de la supervision et la supervision, ça c'est fait par nos salariés qui sont les personnes expertes sur le territoire français. Et donc, voilà, ça sera. Et on tient justement à garder la qualité et parce qu'il y a des gros enjeux sur le bien-être des personnes qu'on prend en charge. Donc, voilà, simplement, je voulais montrer les limites de cette activité-là. Par contre, moi, une question là. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour recueillir des fonds permettant d'accélérer le financement des associations locales en charge du déploiement de la justice restaurative? Eh bien, je dirais rien parce que il est déjà beaucoup, cela prend beaucoup de temps à Benjamin, qui est notre directeur, pour trouver des financements pour, pour notre association et pour développer la justice restaurative. Donc, c'est un travail en soi. Donc, c'est pas, on n'est pas du tout, on est en soutien sur le développement, mais la dimension financière, non. Si j'ai bien compris la question. Merci Christiane, j'allais effectivement poser cette question. Donc il y a également des questions donc, qui reviennent sur qui remercient sur le fait d'avoir répondu par rapport à la régularité de l'investissement des bénévoles, mais qui voudraient savoir quel temps moyen consacré par semaine lors d'une action en justice restaurative. En fait, ça se passe pas par semaine, en fait, hein. Enfin, tu peux répondre aussi bien que moi, mais parce que là, c'est si vous avez en charge, alors là on parle
si on parle de des sensibilisations, il peut y avoir des périodes de sensibilisation où on téléphone systématiquement à une liste de victimes, par exemple pour les informer sur la justice restaurative. À ce moment-là, vous pouvez avoir 2, 3 semaines de travail de ce type d'affilée. Enfin, en fait, vous pouvez aussi aménager le temps que vous allez y consacrer. Si c'est suivre une RDV ou RCV, donc des rencontres condamnées ou détenues victimes, et que vous êtes membre de la communauté, vous allez être pris pendant 6 semaines, une soirée ou une demi-journée par semaine pour participer aux rencontres qui vont avoir lieu. Si vous avez vu le film, vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Euh, Après, eh bien, ça dépend aussi des périodes. Il y a des périodes, si c'est la semaine, au mois de novembre, on a la semaine de la justice restaurative où il y a beaucoup d'interventions, il y a des ciné-débats, donc vous pouvez être sollicité plusieurs fois par semaine. Ça ne sera pas toute la journée, mais voilà, c'est assez c'est assez irrégulier, sauf si vous prenez en charge le suivi d'une personne. Et là, tout à l'heure, je disais, le suivi d'une personne, ça va être, si vous faites des entretiens sur une médiation, ça va être peut-être voir la personne tous les 15 jours, tous les mois, peut-être mais pendant 6 mois. Donc, ça veut dire que là, vous vous investissez plus pas tellement sur le temps de la semaine, mais sur la durée de l'année. Une médiation, pour qu'elle arrive jusqu'à la rencontre, ça peut durer à peu près un an, selon les besoins des personnes. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 3 mois. Donc, je n'ai toujours pas vraiment répondu exactement à votre question, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a une question et qui rejoint aussi d'autres d'ailleurs, sur quels sont les objectifs des réunions qui auront lieu pour le sud-est, pour le sud-ouest. Enfin, pour le nord et ouais, pour le sud-est, le sud-ouest et pour le nord aussi. Enfin, voilà. Ces réunions-là qui sont programmées prochainement, quels seront leurs objectifs? Peut-être c'est bien de le rappeler. Allez. Alain, Didier, je vous laisse peut-être répondre là-dessus. Ça y est, le micro est réactivé, c'est bon. Donc, comment dire, ces réunions, c'est pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pour commencer d'une manière très concrète à travailler la structuration du bénévolat sur ces territoires. Donc, à l'échelle de chacune des antennes, alors peu importe qu'elles soient du nord ou du sud, bon, comment dire, sans distinction. Donc, à partir de là, comment dire, ce qui va se passer, un questionnaire va vous être adressé, ce à quoi vous faisiez référence tout à l'heure, Benjamin. À partir de ce questionnaire, donc, on pourra repérer de manière très claire quelles sont vos attentes précises, etc., au niveau de chacun des territoires, de commencer à travailler en fonction de vos attentes au regard donc des besoins de formation, aux besoins de vos envies, de vos appétences dans tel ou tel secteur, que ce soit en termes d'animation, en termes d'information, sensibilisation, etc., et d'organiser à l'intérieur de chacune des antennes la structuration du bénévolat, donc de chacun des groupes de bénévoles, à l'échelle de micro-territoires à l'intérieur de chacune des antennes. Parce que si on prend par exemple l'antenne sud-est, donc elle part de Savoie pour passer par le Rhône, pour passer par PACA, pour passer jusqu'au niveau des Pyrénées-Orientales, donc Languedoc-Roussillon, tout au moins une partie. Je dis n'importe quoi, pardon. Non, le 66, c'est sud-ouest. Voilà, donc c'est organiser tout ça. Donc les deux, concernant la partie sud, donc à partir de vos retours aux questionnaires qui vont vous être adressés, donc nous aurons toutes les banques de données primaires, en quelque sorte. Nous pourrons vous adresser donc le lien
hein, c'est pour répondre à une des questions qui a été posée. Le lien pour organiser, vous inviter à ces conférences pour la partie sud-est et partie sud-ouest, et nous allons y aller, disons, crescendo, petit à petit, étape par étape, en partant de vos besoins, en partant des offres et en partant des besoins, comment dire, du terrain et en partant de, comment dire, des besoins, des nécessités de formation. J'espère avoir répondu. Si Didier, Christiane ou Benjamin, vous avez des choses supplémentaires à ajouter. Ce que je peux illustrer pour l'antenne nord-est et notamment plus particulièrement pour la région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi d'ailleurs pour la région parisienne, puisque deux groupes se sont formés déjà, d'ores et déjà. Un groupe dit Île-de-France, hein, qui a été constitué d'ailleurs à la demande de la direction interrégionale des services pénitentiaires et qui est piloté par une coordinatrice, hein, qui s'appelle Lucie Dequens. Et ce groupe a été constitué. Il a choisi ses référents, puisque dans leur fonctionnement de ce groupe, ils ont choisi de faire une référence entre guillemets tournante de 6 mois, un peu comme à l'Union européenne. Donc il y a un premier référent qui a pris ses fonctions donc, voilà, il y a 3 semaines, un mois pour 6 mois et il sera remplacé par une autre personne et une autre personne la suite. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a un groupe qui s'est constitué donc autour de Dijon, Châlons, etc. Et il restera à couvrir le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, où là, il faudra effectivement structurer, mais le groupe existe et est prêt à donc aussi réunir autour de lui toutes les candidatures qui pourront être validées pour construire justement et structurer une offre à court et moyen terme, donc des gens identifiés et inscrits sur un plan de formation. Et là, encore une fois, effectivement, ça ne pourra pas être pour tout le monde, vu que, je ne sais pas, en Bourgogne-Franche-Comté, il y aura peut-être en tout 6 ou 8 formations toutes confondues, moins d'une dizaine en tout cas. Donc, il faudra faire un calendrier aussi en concertation avec les gens intéressés et les candidats qui auraient été vus soit par nous, soit par les référents pour, pour s'inscrire dans cette démarche-là. Voilà, donc les groupes vont se constituer d'ici la fin sur les autres territoires, hein. Je prends Nord-Est, il y a une possibilité là, sur le Nord, il faudra se pencher sur la question. Il y a à couvrir le Grand Est, c'est encore en gestation. Il y a encore, voilà, les choses se font. On le fera petit à petit. On part aussi, je dirais, de l'existant. C'est le cas en Île-de-France comme en Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est pas le cas partout. Donc il faudra aussi voilà, que tout le monde, et nous en premier, ça remonte patience pour que l'opérationnalité soit effective je dirais, le plus tôt possible. J'en ai besoin aussi. Moi, j'ai une question sur la formation. Si ma candidature est retenue, qui me contacte et je suivrai une formation qui dure combien de temps? J'habite Paris intramuros. Oui, j'avais aussi vu cette question. Peut-être que je peux y répondre. Donc, effectivement, les formations que nous allons proposer, ce sont des formations qui vont être sensiblement les mêmes que celles que nous proposons aux professionnels des secteurs de l'aide aux victimes, de l'administration pénitentiaire, de la PJJ, enfin, du secteur judiciaire en règle générale. À ceci près qu'il y aura donc un premier module qui se fera en visioconférence et qui aura lieu, donc les dates on vous les communiquera ultérieurement, hein, mais donc qui aura lieu en visioconférence l'après-midi sur une semaine. Donc ça fera à peu près une vingtaine d'heures de formation qui
permettra qui sera dans un premier temps proposé sur les formations là, de Paris, Toulouse et Aix-en-Provence à 10 personnes. 10 personnes qui ont été sélectionnées via un questionnaire qui servira aussi à ce que vous fassiez acte de candidature sur ces formations. Qui permettra de départager, hein, je dirais, les personnes qui vont candidater, sachant aussi que nous prendrons en compte la date de demande et donc les premiers arrivés seront les premiers servis, si je puis me permettre, puisque il n'y aura que 10 places. À l'issue du premier module, il y aura un questionnaire qui sera un questionnaire test qui permettra de départager entre les 10 pour les 8 places disponibles en module 2. Ce module 2 ayant lieu cette fois en présentiel à des lieux qui restent encore à définir pour permettre là une formation qui sera vraiment axée sur la médiation restaurative et qui consistera en des mises en situation pour les bénévoles qui seront sélectionnés. Et donc, à l'issue de cette formation, les formatrices pourront apprécier les aptitudes du ou de la bénévole à animer une mesure de justice restaurative. Les personnes pour lesquelles nous estimerons qu'il y a les aptitudes pourront pratiquer, être mis sur des missions d'animation dans un premier temps, avec à la clé une certification à l'issue de la première ou des premières animations supervisées par les coordinatrices de l'antenne, de manière à s'assurer que voilà, les conditions sont pleinement réunies pour que vous puissiez faire ça aussi pour vous-même en toute sécurité. Donc évidemment, dans tout ce processus, vous serez évidemment au courant si jamais vous êtes retenu ou si vous n'êtes pas retenu. Nous répondrons à toutes les demandes. Et par ailleurs, là aussi, les personnes qui suivront ces formations seront indemnisées de leurs frais de déplacement et d'hébergement le cas échéant. Mais nous privilégierons évidemment les personnes les plus proches des lieux de formation parce que nos budgets ne sont pas extensibles à... voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les premières formations. Et puis après, voilà, il y aura d'autres formations qui seront proposées au fil de l'eau au cours de l'année et à chaque fois avec le même procédé, hein, candidature, sélection, suivi de la formation. Sachant que toutes nos formations sont en 2 modules pour pouvoir être certifiées à l'animation, aptes à l'animation de ces mesures. Voilà. Je sais pas si j'ai... Oui, je pense que j'ai répondu à la question, mais n'hésitez pas. Donc ça répond voilà, à plusieurs... J'ai répondu à plusieurs questions à la fois. Et donc, effectivement, il y aura une liste. Voilà, j'ai oublié. Effectivement, il y aura du coup aussi une liste d'attente pour bénéficier des formations, puisque les personnes qui, comme je disais, les premiers sélectionnés et auront satisfait aux prérequis de la formation seront retenus. Puis après, ceux qui n'auront pas été retenus seront sur une liste d'attente pour être sur les prochaines et ainsi de suite. Voilà. En fonction des besoins. En fonction des besoins, ouais. Quelqu'un pose la question si nous prenons des stagiaires, ça nous arrive. Oui, alors effectivement, on prend des stagiaires. Après, c'est surtout au siège, donc à Pau, parce que c'est plus compliqué de nos antennes n'ayant pas toujours, enfin même n'ayant pas de siège à proprement parler. C'est toujours un peu compliqué de faire intervenir des stagiaires. On a pris des stagiaires aussi pour entre guillemets, des stagiaires en visioconférence, en quelque sorte, ce qui est notamment lorsqu'on les a positionnés sur des missions qui étaient plus en lien avec l'Observatoire de la justice restaurative. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est plus rare qu'on prenne des stagiaires à distance. Même pour les stagiaires, c'est plus intéressant d'être directement associé au siège et donc à Pau. Donc, ce qui parfois un peu limite les possibilités, mais voilà, on en accueille régulièrement. Alors, j'ai à nouveau la question, là, je ne sais pas si c'est la même personne, sur le financement qui me dit, je crois avoir compris par exemple que la région de France manquait de moyens financiers pour Île-de-France, pardon, pour déployer la justice restaurative,
cette nouvelle question, c'est ce sujet de la recherche de solutions extérieures de financement pourrait-il faire l'objet d'un groupe de travail par une équipe de bénévoles? Je te laisse répondre, Benjamin. Alors attends, parce que alors, excuse-moi, j'étais en train de regarder s'il y avait d'autres questions en même temps, donc j'ai pas du tout. Tu peux C'est répéter donc s'il te plaît? quelqu'un qui propose en fait d'avoir un groupe de travail pour trouver du financement. Voilà. Les Tout à fait. bénévoles. Voilà, c'est là où il y a toute la richesse du bénévolat. C'est que sans doute plein d'entre vous ont des contacts ou des idées. Ben, c'est tout le rôle, je dirais, de l'organisation qu'on a mis en place, c'est-à-dire la commission bénévole, enfin la commission bénévolat qui va être réceptrice de vos remontées, de vos propositions, etc. On attend que tout le monde soit force de proposition via les référents bénévoles qui vont aussi permettre de centraliser un certain nombre de demandes locales, de propositions, et à partir de là, mettre en place, et pourquoi pas effectivement, une commission sur le financement, ça serait toujours intéressant, hein, bien sûr. Plus on aura d'aide, mieux ce sera. Donc, avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter aussi. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions sur les compétences et les qualités nécessaires pour être bénévole médiateur. Ben, je pense que là, le mieux, c'est de regarder déjà sur notre site internet hein, les formations qui sont proposées. Ça vous donne une idée. Et par ailleurs, donc il y aura, j'ai vu aussi qu'il y avait la question, le questionnaire spécifique pour candidater à ces formations, c'est un questionnaire spécifique. C'est pas le questionnaire que vous avez rempli au tout début hein, de ce processus lorsque vous avez fait acte d'intérêt pour être bénévole au sein de l'IFJR. Là, ça sera vraiment un questionnaire spécifique pour suivre la formation parce que du reste, toutes et tous d'entre vous n'êtes pas forcément intéressés par le fait d'être animateur ou animatrice de mesures de justice restaurative. On va avoir besoin aussi d'autres missions que cela. Et d'ailleurs, il y avait une question sur le type de mission que nous allions proposer. Il me semble que ça avait été évoqué par Alain et Didier, mais je peux le répéter. Donc, il va y avoir bien sûr des missions pour la sensibilisation, l'information du public sous différentes formes. Nous faisons maintenant de l'information par téléphone en soutien des structures promotrices de justice restaurative localement. On est aussi susceptible, pourquoi pas, d'organiser des lieux de permanence d'information. Il y aura aussi tout un travail pour être membre de la communauté ou bénévole de la communauté selon le type de mesure. Donc l'animation, l'observatoire des pratiques où on a toujours besoin de personnes pour faire des transcriptions d'entretien, etc. Donc ça aussi, ça sera une mission possible. Également, il y a un certain nombre de personnes psychologues qui se sont manifestées et qui vont nous permettre de proposer des missions de soutien psychologique ponctuel, là aussi subsidiairement aux capacités absente sur certains terrains. Également, de faire aussi de la supervision clinique complémentairement aux missions de supervision technique assurées par les coordinatrices. Mais bon, tout cela, ce sera proposé via les coordinatrices en fonction des spécificités de chaque terrain, vraiment pour pallier des manques ou pour appuyer le développement de la justice restaurative localement. Et là, via la commission bénévolat et les référents qui seront identifiés dans les mois qui viennent, enfin les semaines qui viennent. Sur une des questions qui est sur les missions d'information et sur la formation qu'il faut avoir ou pas. Là, on peut peut-être te parler, Benjamin, je te laisse parler, tu sais mieux que moi, sur comment enfin, qu'est-ce qu'il y a comme formation pour savoir informer, parce qu'il y a toute une démarche quand même quand on fait du phoning pour présenter la justice restaurative pour que ça se passe bien.
Bien sûr. Après, Didier peut aussi en parler vu que lui-même l'a fait à plusieurs reprises. Donc, mais effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir quand même certaines aptitudes, notamment sur les techniques d'écoute et d'entretien. Je crois que c'est absolument essentiel de pouvoir savoir s'adresser et surtout écouter les personnes. Et par ailleurs, nous, on va aussi proposer une petite formation aussi pour les personnes qui seraient intéressées par ce type d'intervention. Mais Didier, tu peux peut-être parler de ton expérience là-dessus. Oui, mais au préalable, peut-être pour être clair vis-à-vis de nos amis là qui nous ont rejoints, est-ce qu'on peut relister tous les types d'interventions? Parce qu'en fait, à chaque intervention, il y aura une compétence nécessaire, donc une formation adéquate. De la plus basique, qui est de l'information de sensibilisation, en précaire. Alain, peut-être je te laisserai lister. Et puis derrière, je peux reparler, ou je peux parler du phoning. Le phoning est un outil qui permet effectivement de faire enfin, de réactiver en termes d'information et de sensibilisation un certain nombre de victimes qui ont été, qui sont, qui se sont manifestées ou qui ont été sollicitées dans le cadre d'un acte, d'une infraction qu'elles ont subie. Peu importe s'il y a eu une procédure judiciaire ou non, puisqu'il y a notamment là, une préoccupation en ce moment sur essayer de travailler sur des listes de reclassement sans suite, parce qu'il y a un vivier de personnes qui pourraient être intéressées par la justice restaurative. Juste une petite remarque d'ailleurs au passage, c'est que la justice restaurative est un droit qui est offert aux auteurs et aux victimes, et c'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans le code de procédure pénale, mais c'est déconnecté d'une procédure judiciaire. D'où l'intérêt à ce que tous les acteurs qui sont amenés à intervenir auprès d'auteurs et de victimes soient parfaitement au courant de l'existence de cette mesure pour pouvoir en parler aux gens intéressés. Mais en ce qui concerne le phoning, ça concerne uniquement donc des victimes qui ont été, enfin, qui ont été en relation euh, dans le cas avec les associations d'aide aux victimes de leur département de référence et pour lesquels l'association, l'équipe souhaite donc sur une liste dédiée et encadrée et extrêmement confidentielle, elles en font du phoning déjà, les professionnels, et moi à deux reprises, que ce soit à Auxerre ou à Toulouse d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire sur une liste d'une cinquantaine de personnes, de faire un phoning pour amener un niveau d'information auprès des personnes. Alors c'est très très très... D'abord du phoning en soi, c'est pas évident, c'est assez fastidieux. Et là, en plus, plus très particulièrement, il faut avoir à la fois une capacité de synthèse et une... On m'entend là, oui? Oui. D'accord. Et une capacité d'écoute. Moi, de l'expérience que je peux en avoir sur des listes d'une cinquantaine de personnes quand même à chaque fois, euh, ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 15 secondes parce que les gens ne sont pas intéressés, point barre, et ils ne souhaitent pas expliquer pourquoi. Bon. Et puis ça peut durer une demi-heure parce que les gens, effectivement, c'est là où il faut être comment, professionnel, c'est pas du tout prétentieux de ma part, mais il y a des gens qui ont besoin de parler et on ne peut pas leur raccrocher en leur disant je fais du phoning pour vous informer. Mais il faut pas non plus se substituer pardon, à un accompagnement. Donc c'est assez délicat et ça sous-entend effectivement une habitude, voire une formation spécifique. euh, Parce qu'au téléphone, d'abord, on ne connaît pas les gens, donc et c'est pas de la visio, c'est du téléphone, c'est du phoning. Donc, et en gros, vous avez allez, une dizaine de secondes pour intéresser, accrocher l'attention d'une personne pour pouvoir justement lui délivrer l'information pour laquelle vous l'appelez. Voilà. Mais
Ça, c'est un des outils d'information sensibilisation. Il y en a qui sont plus faciles, mais chacune des interventions, même en intervention d'information et de sensibilisation, exige vraiment une parfaite connaissance, pas exhaustive parce que ça n'existe pas, mais parfaite connaissance de l'environnement de la justice restaurative en France. Il y a des collègues bénévoles qui ont animé des ciné-débats et qui ont pu, ici et là, être mis en difficulté relative, mais réelle, par rapport à des questions techniques auxquelles ils n'étaient pas préparés et auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Et on peut évidemment à chaque fois surseoir, mais vaut mieux savoir répondre, même si ce n'est pas de façon exhaustive. Voilà un exemple, le ciné-débat qui peut paraître banal. Hein. Ben non, c'est pas si banal que ça parce que voilà, les gens qui posent des questions, c'est qu'ils veulent comprendre aussi comment ça fonctionne. Et bon, on n'est pas obligé de connaître tous les décrets de la loi de 2014, 2017 et les évolutions, etc. Mais il faut au moins avoir une connaissance assez précise, même si elle est synthétique, assez précise de l'environnement de la JR et aussi qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on est là, nous, hein, c'est-à-dire membre de l'IJR, bénévole donc adhérent à partir du moment où on intervient, on est adhérent. Et donc, il faut aussi être au courant de quelle est l'histoire de l'IFJR, quelle est sa politique et quels sont les points de vigilance qui sont nécessaires sur lesquels on ne peut pas être pris au dépourvu pour autant, quoi. Je ne sais pas si je réponds aux préoccupations, mais si on pouvait lister effectivement les types d'interventions, parce qu'à chaque type d'intervention, il y a une forme enfin, oui, il y a une forme de compétence, enfin, il y a une compétence exigée, et il y a donc une réponse en termes de formation pour ceux qui ne la détiennent pas encore. Je ne sais pas si Alain, tu peux refaire la petite liste, sinon je le fais, mais si tu remets ton micro, ce sera mieux. Plus de micro, non? Ah, il n'y a Ah, plus de micro. il n'y a plus de micro. Bon, je vais Voilà, essayer. c'est bon, c'est Ah, bon, c'est ok. bon, c'est bon. Non, ce que tu disais, alors j'ajouterais, comment dire, concernant comment dire, le phoning, j'ajouterai un petit point à tout ce que tu viens de dire, Didier, et ce qui est très important, c'est lorsqu'on appelle des victimes pour les informer de la possibilité de participer, par exemple, à une mesure de justice restaurative, quel que soit le type de mesure. Il faut être conscient que les personnes sont installées à l'intérieur de plusieurs cas de figure et que, compte tenu de la nature du délit, quelquefois, le simple fait d'appeler un coup de fil peut réveiller sur l'instant un traumatisme. Donc, il faut être préparé à ces différentes situations au moment où, comment dire, où on entre en contact avec la personne. C'est une petite notion, mais qui est très importante. Après, dans les autres, comment dire, dans les autres profils d'intervention, en dehors des actions de, comment dire, de phonie, il y a la participation à des mesures de rencontres détenus et condamnés victimes. Donc, sans être animateur, ce type d'intervention, ça constitue, par exemple, une logistique pour accompagner, amener le maximum de confort possible auprès des auteurs et des victimes que auprès des animateurs pour qu'une session puisse se dérouler d'une manière optimale. Pour être très concret, ça peut être aller chercher des victimes à domicile pour les amener sur le lieu où vont se dérouler les séances des différentes séances de la mesure, les raccompagner au terme de la mesure. Ça va être garder des enfants pour permettre une victime à pouvoir s'installer à l'intérieur d'une mesure. Ça peut être aller, comment dire, chercher en termes de logistique des boissons, de la nourriture, etc. pour les moments de pause. Ça peut être tout ça. Concernant
l'inscription d'animation à des mesures de justice restaurative, tant RDV que médiation restaurative. Donc là, ça renvoie au module de formation initié qui existe depuis l'origine et dispensé par l'IFGR. Donc, c'est de s'inscrire dans ce cursus de manière à être à l'issue et une fois certifié. Alors, petite précision, ces formations se déroulent sur 3 ou 4 ou 5 jours. Par exemple, sur les modules, alors 3 jours, module 1, c'est le module généraliste en matière de justice restaurative. À l'issue de ce module 1, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire d'une manière opérationnelle dans l'animation d'une mesure, il y a les deux N2, module 2 de RDV-RCV et module 2 de médiation restaurative. À l'issue de ce temps de formation, il y a une évaluation qui est faite et au terme de cette évaluation, la certification est accordée ou pas selon l'évaluation qui est faite de chacune des personnes qui a suivi ce cursus. Et c'est au vu de la certification qu'à partir de ce moment-là, le candidat peut s'inscrire dans l'animation d'une mesure de justice restaurative, RDV-RCV ou médiation restaurative. De même, concernant les CSR, les cercles de soutien et de restauration. Concernant le soutien psychologique ponctuel, donc là, ce sont en général des psychologues territoriaux qui sont soit attelés à des associations d'aide aux victimes ou à des services de l'APJ ou du SPIP qui peuvent intervenir comme soutien auprès des personnes auteurs et victimes inscrites à l'intérieur d'une mesure. Et concernant la supervision, donc ça a été dit tout à l'heure à un moment donné, je crois par Benjamin, supervision technique, elles sont assurées par les coordinatrices de l'IFGR et supervision clinique, elles sont assurées par des professionnels psychologues, là aussi certifiés, donc auprès des animateurs qui ont assuré des mesures. Je vois personnellement, j'ai animé dernièrement une RDV-RCV sur la thématique des violences conjugales et avec mon binôme, on a utilisé une psy en termes de supervision clinique, on en avait besoin. Il y a des situations qu'il faut absorber, même pour des animateurs. Voilà, je ne sais pas si j'étais complet. Après, on pourrait, concernant l'animation, je remonte au point de départ. Concernant, par exemple, l'animation de la nuit du droit, c'est pareil. Donc là, quand on se retrouve en situation d'animation d'une nuit du droit organisée par le tribunal judiciaire du coin, où il y a le procureur, où il y a des magistrats, où il y a des professionnels de justice, des différents services de justice, on ne peut pas piloter ce type de réunion d'une manière d'une manière légère. Et il faut être averti des différents cadres d'intervention des uns et des autres pour être sûr d'être dans les clous et d'être le plus pertinent, efficient lors de l'animation de ce type de manifestation. D'où nécessité de bien connaître le champ de la justice restaurative. Voilà, je ne sais pas si Benjamin, Christiane, toi Didier, vous avez des choses complémentaires ou supplémentaires à amener, à apporter en la matière. Moi, ce que je voulais préciser, c'est que quel que soit le type d'intervention d'un bénévole, ça se fait dans un cadre qui est supervisé. Tout à fait. Supervisé par des professionnels et avec l'aval de leurs instances. Je reviens sur le phoning, par exemple. Le phoning auquel j'ai pu participer, moi, à 2 reprises, ça s'est fait sous la houlette directe de l'association d'aide aux victimes concernées. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'une convention qu'il y a de partenariat qui est très très formalisée entre les services et les FJR.
et que c'est dans ce cadre-là que ça peut, que ça peut légitimer notre intervention avec toutes les codes, le code de déontologie, hein, liés à la confidentialité, etc. Eh ben, quel que soit le type de mesure, c'est pareil. Si on prend, par exemple, dans le cas de bénévoles, un membre de la communauté, c'est-à-dire celui qui, dans le cadre comme vous l'avez vu dans le film, dans le cadre de rencontres auteurs-victimes, où il y a deux animateurs qui sont des professionnels, enfin des salariés, hein, soit de la justice ou des associations d'aide aux victimes, et deux membres de la communauté qui représentent la société civile, qui sont des bénévoles et qui ont été formés en tant que tels. Et ben, dans ce cadre-là, de toute manière, la supervision va s'opérer sur l'ensemble du groupe, hein, constitué. Bon, moi, je n'ai pas connu encore, j'ai participé à 4 sessions au jour d'aujourd'hui. Bon, il n'y a pas eu de clash avec des membres de la communauté, mais c'est tout à fait possible que dans la supervision régulière, hein, c'est-à-dire que c'est un processus quand même qui dure plus d'un mois, en tout cas en actif, puisqu'il y a 5 sessions, hein, de rencontres plénières avec les auteurs et les victimes, et qu'il y a un débrief dans l'équipe à chaque fin de session, et que il se dit tout ce qui doit se dire en termes de régulation. Et s'il y a un problème que l'équipe encadrante, hein, les deux professionnels et les deux bénévoles, ne peut pas résoudre, la supervision est là parce qu'elle se fait régulièrement pour apporter les solutions. Et on peut envisager éventuellement s'il y a vraiment alors il y aurait une erreur de casting au départ, mais ça peut arriver, de prendre les mesures nécessaires pour écarter quelqu'un qui ne ferait pas l'affaire et qui pourrait créer plus de problèmes que d'apaisement dans le cadre de ce processus. Donc à chaque mesure, à chaque intervention, et c'est pareil pour une médiation restaurative où effectivement, souvent ça fonctionne bien. Alors là, pour le coup, pour l'instant, je ne sais pas comment le fonctionnement du binôme en tant que tel, mais il est astreint à la même, responsabilité et il sera supervisé par les professionnels aussi. Donc à chaque fois, il y a tous les points de vigilance qui permettent à la mesure de porter ses fruits. Plus de nouvelles questions. Oui, peut-être que c'est le moment de mettre une fin à ce webinaire, sachant que de toute façon, il y aura, nous, on va reprendre l'intégralité des questions et nous proposerons une petite réponse à FAQ à l'issue, en même temps que l'on adressera à l'ensemble des personnes qui ont suivi le webinaire. Et ce webinaire sera aussi proposé en replay sur notre chaîne YouTube à partir de... Enfin, prochainement, on va dire. Je ne veux pas donner de date pour l'instant, mais le plus rapidement possible. Est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion, Christiane, Didier, Alain? On laisse Alain faire la conclusion. Alors, en termes de conclusion, j'espère tout simplement que tout ce qui a pu être dit, présenté, exprimé, répond au maximum possible des questions que chacune et chacun pouvait se poser. Et j'ai envie de reprendre une expression que je trouve très belle et qui correspond à une réalité, que l'on retrouve dans le film, au tout début, dans le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours au visage, à propos de la justice restaurative. C'est Robert Cario qui a utilisé aussi cette expression. La justice restaurative est un sport de combat. Donc, pour chacune et chacun qui souhaitait vous inscrire
dans ce processus. Dans ces processus, en fonction des différentes mesures, des différentes entrées, ça répond à des questions humanistes. Je pense que pour entrer dans ce type d'action, parce que ce sont des actions, il faut partager des valeurs humaines importantes, consistantes, et je crois que ces valeurs-là constituent un ciment entre les différentes personnes qui s'y investissent. Et au-delà, lorsque chacune et chacun, j'espère, se trouvera en situation opérationnelle, on peut mesurer ce que signifie pour des auteurs et des victimes un apaisement au sortir d'une mesure de justice restaurative, et quel que soit le type de mesure. Et pour conclure, alors en termes de conclusion, ça n'a pas été dit, ça peut être une question totalement parallèle. Si on prend en compte par exemple une mesure une médiation restaurative, donc il y a des objectifs, etc. Donc il y a un protocole, comme pour toutes les autres mesures. Et ça m'est arrivé en tant qu'animateur d'une médiation restaurative, au bout d'un 5e entretien de préparation, donc on n'était pas du tout arrivé au terme du processus, la personne victime d'un viol qui nous dit « c'est bon, j'ai coché toutes les cases, je n'ai pas besoin de continuer dans ce process. Je n'arrête pas, je me mets en suspension. Si besoin, je reviendrai vers vous. » Voilà. Ce que je tiens à souligner en disant cela, je réutilise le terme, c'est le mot apaisement. Et que chacun puisse y contribuer, y apporter sa pierre en la matière. Je vous remercie. Je ne sais pas si la conclusion est bonne en tant que telle, et si quelqu'un souhaite y apporter d'autres propos. Moi, je voudrais juste dire un petit mot, compte tenu du contexte, hein, vous l'avez compris, hein, d'importance, le temps que les choses se décantent pour chacun d'entre vous, rien n'empêche, hein, avec déjà un premier niveau de connaissance, hein, de la justice restaurative, et que vous pouvez compléter individuellement. Si vous en parlez autour de vous, c'est déjà une première intervention. Oui. Et ça, je vous y encourage, parce que plus il y aura de gens concernés, c'est un phénomène de société. Hein, puisque le réflexe, on va pas terminer là-dessus, mais le réflexe, il est toujours dans le clivage, hein, entre la punition et ce qu'on a subi. Et ben, le phénomène de société, c'est aussi de créer du ciment. Et cette possibilité-là, elle est offerte aussi partiellement, évidemment, mais par la JR. Donc, en parler déjà autour de soi, quand on voit, quand on connaît une personne que vous considérer qu'elle pourrait être intéressée par ça, ben c'est déjà énorme de pouvoir lui en parler. Et c'est déjà une première intervention qui est tout à fait utile. En tout cas, merci à tous. Merci à beaucoup. tous. Merci À bientôt. beaucoup. Oui, c'est ça. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes à ce webinaire et puis qui veulent s'investir à nos côtés. Ça nous fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de gens qui veulent s'investir à nos côtés et puis ça nous met aussi plein d'énergie pour la suite. Ça nous donne de l'espoir de voir qu'il y a autant de personnes qui se reconnaissent dans cette approche aussi, dans les temps qui courent.